Bonsoir, bonsoir, bonsoir Alex. Je sais que tu dois regarder cette vidéo normalement. Donc voilà, euh, cette vidéo c'est une vidéo que je vais faire seul parce que Alex et moi on a des lectures qui de temps en temps diffèrent et je me suis dit tiens pourquoi pas faire des vidéos plus courtes où bah, je vais parler des livres que j'aurais lus. Donc là, pour commencer, j'aimerais parler d'un livre d'un écrivain américain qui est intéressant à plusieurs titres, notamment parce que c'est un des écrivains les plus emblématiques, on va dire, du mouvement du postmodernisme. C'est donc Donald Barthelme en anglais, et qui a écrit un roman dont le titre est The Dead Father, donc le père mort en français. Et ouais, donc du coup, j'aimerais déjà pour commencer la vidéo revenir sur ce terme de postmodernisme qui est un peu problématique dans le sens où, bah, comme toutes les notions, comme tous les noms de mouvements, c'est toujours plus complexe dans la réalité de ce qui a été écrit. Et pour donner un exemple, pour donner un parallèle qui se retrouve en France, c'est la même chose avec le nouveau roman dans le sens où le nouveau roman, on a classé beaucoup d'écrivains dits expérimentaux ou en tout cas qui passaient pour tels. Et on les a vendus comme comme voilà, une espèce des écrivains pour intellectuels. Et donc tous ont bénéficié un peu de cette réputation de difficulté ou de difficulté d'accessibilité, alors que dans les faits, c'est beaucoup plus approchable que ce dont on pourrait croire. En tout cas, moi personnellement, j'en ai pas lu pendant longtemps parce que je pensais que c'était trop compliqué. Ça me faisait un peu chier à lire et au final, bon voilà, dernièrement avec Alex sur le podcast, on a parlé de Rob Grillet, qui est un des écrivains que je préfère. J'aime bien Butor aussi et Nathalie Sarraute. Mais donc du coup, c'est un peu la même chose avec le postmodernisme. C'est un mouvement qui a commencé dans les années 50 et à certains égards, il se poursuit aujourd'hui. Et comme son nom l'indique, bon, c'est déjà un prolongement du modernisme. Donc des écrivains anglo-saxons du style Virginia Woolf, James Joyce ou William Faulkner. Et donc c'est intéressant parce que voilà, ce livre il est censé être compliqué, mais en fait il n'est pas si compliqué que ça. Il est compliqué dans le sens où il y a la façon dont les choses sont narrées sont un peu sont pas réalistes en fait, c'est pas reconnaissable directement. Mais si on prend le temps de lire et de faire attention au texte, on peut très vite bah, déjà se rendre compte que c'est beaucoup plus clair que ce qu'on croit. Et puis aussi, pourquoi pas, c'est pas interdit de prendre du plaisir. Donc voilà, je vais rappeler rapidement qui est Donald Barthelme. C'est un écrivain du Texas, mais on n'est pas du tout dans le cliché du cow-boy. Euh, En revanche, il est très intéressé, je trouve, par la figure de la masculinité. Donc voilà, il offre une vision un peu critique, acerbe. On pourrait dire qu'il déconstruit un petit peu, mais bon, c'est pas un concept que je maîtrise et je trouve que c'est un mot qu'on utilise un peu à toutes les sauces, qui veut pas dire, enfin, on pense qu'il veut dire quelque chose alors que dans la réalité, son sens est plus précis. Donc je m'avancerai pas là-dessus, mais en tout cas, voilà, il joue déjà sur les stéréotypes de la masculinité et en particulier dans The Dead Father, donc la figure du père. Et par, par à coup, celle du fils, bien sûr. Donc voilà, c'est un écrivain qui a étudié la philo, qui est intéressé par le jazz expérimental, par l'art moderne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé à travailler, enfin, il est allé à l'université, mais il n'a pas eu de diplôme, il a commencé à travailler directement. Euh, il a travaillé pour l'université de Houston, où il a créé le département d'écriture. Et il a beaucoup écrit pour le magazine New Yorker, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est un magazine un peu branchouille américain dans lequel beaucoup de gens ont publié, que ce soit des écrivains voilà, qui passent un peu pour des avant-gardistes du style Barthélemy, ou des gens beaucoup plus mainstream
là, j'ai plus d'exemples, mais bref, la fiche Wikipédia, elle regorge d'exemples. Donc, il suffit juste d'aller voir. Euh, voilà, j'avais quelques notes aussi. Donc voilà, pour revenir sur le postmodernisme, euh, euh, de l'œuvre, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on en parle du postmodernisme, mais ce mot il se retrouve surtout dans la bouche d'intellectuels conservateurs. En tout cas, il fait partie des éléments de langage et de la machine à penser d'une certaine droite conservatrice. Je pense à Jordan Peterson, c'est un psychologue canadien qui dénonce beaucoup les travers de la société, entre guillemets. Bref, et c'est souvent accolé, on parle de postmodernisme accolé au marxisme culturel. Et donc il y a un peu ce mélange ce- un peu n'importe quoi qui, euh, qui veut rien dire en fait. Voilà, c'est juste pour dénoncer l'art contemporain, ou en tout cas ce qui est perçu comme de la nouveauté, alors qu'au final, au final, comme on va le voir, ce qui est intéressant dans l'œuvre de Dead Father, c'est qu'il y a un grand mélange c'est de, du passé, de ce qui se faisait dans la tradition littéraire, est remis au goût du jour, et donc ce travail, dans un travail sur la forme qui joue sur l'abstraction et la figuration. Voilà, je parle de thèmes, enfin j'utilise des termes qui sont plutôt liés à aux arts visuels, mais je pense que ça a du sens ici parce que bon bah de toute façon on va se plonger directement dans l'œuvre. Euh, donc voilà, c'est donc enfin, je parle d'abstrait tout simplement pourquoi? Parce que déjà rien que le titre The Dead Father, on annonce c'est un titre, c'est une catégorie. C'est pas incarné par une figure, disons individuelle. Si je prends l'exemple, je sais pas moi, je fais la peinture de la cathédrale de Paris, bon bah voilà, on voit la cathédrale de Notre-Dame, pardon. On voit que c'est à Paris, tout le monde la connaît, voilà. C'est pas en revanche c'est pas juste la cathédrale, quoi. C'est un titre c'est catégoriel qui indique plutôt quelque chose d'abstrait dans le sens où on a une notion, mais on n'a pas l'incarnation précise. Donc là, c'est un peu pareil. Donc on suit une famille dont le père s'appelle The Dead Father et les membres de la famille ont des prénoms. Voilà, il n'y a pas de nom de famille. Et l'histoire se déroule de manière linéaire. Il y a une petite mise en abîme avec un texte dans le texte. Donc voilà, qui est on va dire un trope on va dire c'est un peu métatextuel où ça réfléchit un petit peu, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'histoire de la littérature. Donc voilà, souvent on va mettre ça dans l'onglet postmoderne, alors qu'en fait c'est beaucoup plus récurrent c'est beaucoup plus généralisé que ce qu'on pense. Et euh, Et donc voilà, on va suivre ce père, ce Dead Father, avec sa famille, et eux-mêmes, ils suivent un cortège dans un monde un peu difficilement imaginable. On ne sait pas si c'est une banlieue. C'est à la fois, c'est à la fois reconnaissable et en même temps difficilement imaginable. Et, euh, et donc, c'est ça qui va être intéressant. Donc, le premier extrait que je voulais utiliser, c'est d'emblée le prologue. Il y a une sorte de petit prologue qui, alors, pour revenir au titre justement de Dead Father, donc il y a aussi la connotation, il n'y a pas juste le titre générique, il y a la connotation, euh, euh, disons, freudienne, la mort du père. Donc là, on pense tout de suite au mythe d'Oedipe et, et on pense aussi ça fait penser à qui a tué le père, c'est le fils, donc va y avoir déjà la relation un peu père-fils qui va travailler. Enfin, on se demande en lisant The Dead Father, est-ce que c'est le père qui a été tué par le fils? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a un peu des tensions comme ça qui traversent l'œuvre? Et c'est exactement ce qui va se passer. Pour revenir sur la notion d'Oedipe, de Freud, donc le livre a été écrit dans les années 70, hein, c'est un peu le grand moment de remise en cause du freudisme. Et donc en fait là il y a un jeu, il y a clairement un jeu sur la reprise de la tragédie. Et cette tragédie elle va devenir une tragicomédie.
Donc, bah, déjà, il y a une mort, donc forcément, c'est tragique. Mais c'est comique, et on va voir dans quel sens c'est comique. Donc déjà, premièrement, c'est par la parodie. Et ça s'ouvre, justement, le livre, il s'ouvre sur un cœur. Donc, j'aimerais juste lire le début. Bon, voilà, le livre, je l'ai en anglais, j'ai pas la traduction. Donc, un peu le principe des vidéos que j'ai envie de faire, c'est que je vais parler de livres anglophones en français et de livres français en anglais. Donc, je pourrais mettre les liens en description pour les gens qui veulent avoir les traductions, s'ils sont intéressés par les livres, bien sûr. S'ils peuvent pas lire en anglais, sinon, bah, je vous encourage à tenter à le lire en anglais. Si vous avez le niveau, il y a pas de souci. Merde, je me perds. Ma femme lit le livre et c'est son marque-page. Ok, so introduction. Non, ça c'est l'introduction. Ok. Voilà. The Dead Father. Donc le cœur, il n'est pas annoncé comme un cœur, mais en tout cas, c'est un passage en italique, page 3, 4, 5. Et ensuite, il y a l'intro qui commence avec le numéro du chapitre. Donc, voilà. The dead father's head. The dead father's head. The main thing is his eyes are open, staring up into the sky. The eyes a too valued blue, the blues of the Gitane's cigarette pack. The head never moves, decades of staring. The brow is noble. Good cried, what else? Broad and noble. And serene, of course. He's dead. What else, if not serene? From the tip of his finely shaped, delicately nostriled nose to the ground, fall of 5.5 meters. Figure obtained by triangulation. The hair is gray, but a young gray, full, almost to the shoulder. It is possible to admire the hair for a long time. Many do on a Sunday or other holiday or in those sandwich hours neatly placed between fatty slices of work. Jawline compares favorably to a rock formation. Imposing, rugged, all that. The great jaw contains 32 teeth, 28 of the whiteness of standard bathroom fixtures, and 4 stained, the latter a consequence of addiction to tobacco. According to the legend, this beige quartered to be found in the center of the lower jaw. He's not perfect, thank God for that. The full red lips drawn back in a slight rictus, slight but not unpleasant rictus, disclosing a bit of mackerel salad lodged between two of the stained 4. We think it's mackerel salad. It appears to be mackerel salad. In the sagas, it is mackerel salad. Dead, but still with us, but dead. Donc là, déjà, on a affaire à un portrait, mais pas un portrait réaliste, un portrait, disons, un peu, justement, pour revenir à cette idée, un portrait un peu abstrait. On va se focaliser sur il y a des couleurs, voilà, un bleu enfin, à deux tons, deux valeurs, comme des gitanes, les cheveux gris. Ensuite, on a la disproportion, la tête est énorme, c'est 5,5 du front jusqu'au bas du corps. Euh, on a toutes les dents qui sont blanches, mais il y en a 4 qui sont jaunes à cause de la cigarette. Les lèvres sont rouges, en rouge vif. Ensuite, on a la jawline, la démarcation de la mâchoire, qui est comparée à une rock formation, donc à des rochers. C'est quelque chose un peu comme il y a aussi un adjectif qui est intéressant, c'est rugged. Donc là, rugged, c'est intéressant parce que ça dresse le portrait de quelque chose qui est dur, solide, mais dur aussi dans le sens, souvent on parle dans les westerns des cowboys qui sont rugged. Et c'est un mot très associé à la masculinité, où en général on a affaire à un personnage voilà, qui est dur à cuire. Et surtout, là, on a le oui, donc qui arrive tout à la fin. We think it's mackerel salad. Ce oui, tout de suite, fait penser au cœur. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est dans un cœur et que en fait, on nous annonce, on nous dépeint le personnage dont il va être question. En revanche, en général, voilà, dans un cœur, il n'y a pas. Bon, là, en tout cas, dans cet extrait, c'est juste une description physique.
et ensuite ça va parler un peu plus en profondeur de, de l'histoire qui va suivre. Voilà. Euh, Ensuite, il y a des références à la figure. Donc, ce portrait, ça dépeint un père qui est un peu mythique. Mais pas mythique au sens uniquement des mythes, comme dans le mythe d'Oedipe, mais plutôt un père mythique qui est vraiment, vient du fond des âges. On a Decades of Staring. Bon, là, évidemment, ça peut être des décennies du père qui passe son temps à regarder. Mais en même temps, cette notion de decade, ça sonne quand même quelque chose comme qui dure longtemps. Mais aussi, on a la référence à God, à Dieu, Good Christ, Thank God, According to Legend, In the Sagas. Euh, et donc, tout ça, pourquoi? C'est parce que bah, donc, du coup, le père, il est objet d'histoire, objet de récit, mais des récits qui sont transmis dans la culture. Ils font partie du socle commun de la culture. Donc c'est pas non plus le Dieu le Père des catholiques, mais ni non plus seulement celui des mythes grecs, mais c'est vraiment général. D'ailleurs, les sagas, ça vient pas c'est ni gréco-latin ni judéo-chrétien, mais je pense que ça fait référence aux sagas islandaises des légendes du Nord. Et puis là, on tombe bien sûr dans l'humour, dans la drôlerie, la comédie, parce que l'admiration qui est portée au père, euh, c'est on admire ses cheveux. Donc voilà. Bien sûr que les cheveux, c'est lié à la masculinité, parce qu'en général, quand on vieillit, on est censé les perdre. J'en suis un bon exemple. Et, et puis non, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est un attribut masculin de la séduction, et c'est ici que se loge la virilité du personnage, du père. Et, et donc du coup, bah, ça casse un peu l'effet dramatique ou l'effet de, 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 de sérieux de la mort du père. Euh, et ensuite aussi, là, ce qui est intéressant, c'est le chiasme sur lequel l'extrait se termine. Dead but still with us but dead. Et ici, bien sûr, on a la personne du fantôme, du revenant. Donc, ce père, il est à la fois présent et absent. Et donc, ce père, cette absence et cette présence, c'est ce qui hante. En fait, c'est une figure de fantôme, et c'est ce qui hante, bien sûr, le fils, qui lui-même est un père en devenir. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans l'ouvrage. Et donc du coup, cette figure du père fantomatique, moi, ça m'a fait penser un peu à Hamlet, où, Hamlet, voilà, c'est le fils, donc voilà, dans la tragédie de Shakespeare, c'est un fils dont l'oncle a tué le père, et le père apparaît en fantôme et lui demande de le venger. Et, et c'est comme ça qu'il va venger c'est comme ça qu'il va venger euh, sa mère également. Et, enfin son père, et qui va venger l'honneur de sa mère aussi. Et donc du coup, ce qui me semble intéressant dans Hamlet, c'est le fait il y a ce père qui donne ce fardeau au fils de montrer, voilà, de se montrer digne de son descendant. Et ici, ça reprend un petit peu voilà, ce chiasme, ça souligne un peu cette idée de présence-absence qui fait que même quand le père est mort, il reste toujours l'obligation de devenir père. Et donc là, on est dans l'aspect mythique et même abstrait en fait, où l'idée, euh, même quand l'idée désincarnée, l'idée qui a quitté le corps qui est mort, l'idée reste du père, et elle reste même encore de façon plus puissante, d'une certaine façon. Euh, et ensuite, donc voilà, j'en ai déjà parlé, on est dans une parodie de tragédie. Donc là, c'est dans la parodie, le ton se veut un peu, le ton se veut un peu solennel, sérieux, c'est une description,
mais en même temps, il y a les questions rhétoriques qui, bah, voilà, qui font appel au lecteur, qui posent des questions sur l'objet de la description. Et donc, du coup, on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on est en train de voir. Et donc là, ça rappelle un petit peu le cœur d'une tragédie, mais voilà, avec un ton qui est euh, 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 beaucoup plus mordant, beaucoup plus rapide, beaucoup plus dans l'ironie, ce qui n'est en général pas le cas dans une tragédie. Euh, et, euh, ouais, notamment le passage, bah, il y a une rupture tonale. Donc dans la description, tac, 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 voilà, quand le cœur s'exprime sur ce qu'il voit du père, il dit, donc il y a une description du père, the full red lips drawn back in a slight rictus, slight but not unpleasant rictus, disclosing a bit of mackerel salad lodged between two of the four teeth. Donc là, voilà, c'est un portrait où il y a un détail incongru et cette incongruité, elle va un peu casser bien sûr l'image mythique du père qui est censé être le pouvoir et la figure d'autorité. Et le fait que ce cœur insiste, we think it's mackerel salad, it appears to be mackerel salad, in the sagas it is mackerel salad. Cette insistance, elle est intéressante bah, parce qu'il y a l'effet répétitif de l'élément incongru qui, qui est drôle, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est on passe du we think, donc là c'est personnalisé, nous, pensons, en fait ça veut dire que nous savons, la certitude elle est presque sûre, à it appears to be mackerel salad, donc là on passe à une personne, comment dire, enfin justement c'est une personne impersonnelle, c'est une dépersonnalisation, ça semble. Donc du coup, on passe de on est presque sûr à non, de toute évidence, mais bien sûr, l'évidence là, c'est une façon de parler. On n'est pas vraiment sûr. Et ensuite, in the sagas, it is mackerel salad. Donc là, on fait une référence d'autorité pour le coup, à la description du père. Euh, et donc, cette espèce de rupture entre, on passe de quelque chose qu'on observe à, on se réfère au récit d'autorité lié à l'élément de salade de macro. Bon, voilà, c'est ça qui est assez drôle. C'est difficile de parler d'un texte drôle euh, bah, quand on rigole pas soi-même, hein, mais c'est fait pour rire. Moi, ça m'a fait rire. Euh, ensuite, j'aimerais passer à un deuxième extrait, page 35-36. Donc là aussi, ça va être très drôle. On va bien se marrer. Hop. Ok. Donc là, je vais lire le. Donc là, il y a les enfants qui parlent avec leur dead father. Um, have you noticed the weather? Asked Thomas. All turned to look for the weather. Good weather, Julie said. Great weather. A very pleasant day, Emma noted. Pleasant day, said the dead father. Extremely pleasant, Thomas said. It was on a day much like this, said the dead father, that I fathered the pool table of Balambanjangan. The what? It is rather an interesting tale, said the dead father, which I shall now tell. I had been fetched by the look of a certain maiden, a raven-haired maiden. He looked at Julie, whose hand strayed to her dark hair. A raven-haired maiden of great beauty. Her name was Tula. I sent her many presents. Little machines mostly. A machine for stamping her name on strips of plastic. A machine for extracting staples from documents. A machine for shortening her fingernails. A machine for removing wrinkles from fabric with the aid of steam. Well, she accepted the presents, no difficulty there, but me she spurned. Now, as you might imagine, I am not fond of being spurned. I am not used to it. In my domains, it does not happen, but as ill luck would have it, she lived just over the county line.
Spurned is not a thing I like to be. In fact, I have a positive disinclination for it. So I turned myself into a haircut. A haircutter? Asked Julie. A haircut, said the dead father. I turned myself into a haircut and positioned myself upon the head of a member of my retinue, quite a handsome young man, younger than I and stupider, that goes without saying. Still not without a certain rude charm, bold as a bladder of lard, though, and as a consequence, somewhat diffident in the presence of ladies, using the long flowing sideburns as one would use one's knees in guiding a horse. The horseman is still following us, Thomas noted. I wonder why. I sent him cantering off in the direction of the delectable Tula, the dead father went on. So superior was the haircut, that is to say, me, joined together with his bumbly youngness, for which I do not blame him, that she succumbed immediately. Picture it, the first night, the touch none such. At the crux, I turned myself back into myself, vanishing the varlet, and we two, she and I, looked at each other and were content. We spent many nights together, all roratorious and filled with furious joy. I fathered upon her in those nights the pocket chip, the cash register, the juice extractor, the kazoo, the rubber pretzel, the cuckoo clock, the keychain, the dime bank, the pantograph, the bubble pipe, the punching bag, both light and heavy, the ink blot, the nose drop, the midget Bible, the slot machine slug, and many other useful and humane cultural artifacts, as well as some thousands of children of the ordinary sort. Ok, donc je vais m'arrêter là. Donc voilà, là dans ce passage, je l'ai pris, enfin je l'ai sélectionné parce que je le trouve très drôle, parce que justement, ça, comme je disais tout à l'heure, il critique, il fait une critique dans le sens, une analyse de la masculinité, et de la masculinité notamment à travers les stéréotypes qui viennent de la culture populaire. Et, euh, et il fait ça de manière absurde parce que, donc là, dans l'extrait que je viens de lire, le, le Dead Father, le père mort, raconte comment il a eu une aventure avec une jeune femme, et pour la séduire, donc il lui a donné plein d'objets, et, euh, et surtout pour la séduire, il l'a, il l'a séduite en se transformant en coupe de cheveux, qu'il a affublé à un homme plus jeune et plus stupide. Et une fois qu'elle était dans le lit avec le jeune homme, il s'est transformé lui-même de nouveau enfin, il dit lui-même I transformed myself back into myself. Donc je me suis transformé en moi-même, c'est-à-dire de la coupe de cheveux, il a repris ses traits normaux. Et, euh, et donc bon, ça évidemment c'est intéressant à plein de niveaux parce que bah déjà donc on a le récit d'aventure. Donc dans l'introduction, quand il parle I fathered the pool table of Balambanjang. Donc là, on a un nom qui est connoté comme quelque chose qui serait d'Asie du Sud, ou en tout cas qui fait partie un peu des récits d'aventure, les contrées lointaines des récits d'aventure. Et surtout, il dit, donc il utilise le mot I fathered. Donc normalement en anglais, father, c'est-à-dire c'est produire des hommes en tant que père. C'est avoir des enfants. I fathered two kids ou quelque chose comme ça. Mais ici, là, I fathered, ça a plutôt le sens de j'ai produit, donc j'ai fait apparaître, j'ai créé, j'ai acquis, voilà. Donc c'est plutôt lié avec c'est plutôt connoté avec l'acquisition de biens matériels. Et donc ça c'est intéressant parce que le, euh, voilà, ça c'est intéressant parce que du coup on a cette image du père qui est un homme très viril et qui a voyagé dans des contrées lointaines pour acquérir des objets, et en même temps c'est un homme qui a des aventures sexuelles. Donc ça reprend l'image stéréotypique des romans d'aventure tels que Donald Barthelme a dû en lire quand il était gamin, hein. C'est un peu peut-être pas du Kipling, mais moi ça me rappelle, il y a un livre que j'ai lu il y a quelques mois, c'est Les Mines du roi Salomon. Alors peut-être que des gens connaissent parce qu'il y avait un téléfilm M6 ou quelque chose comme ça, enfin un téléfilm qui était passé sur M6 quand j'étais gamin, c'est passé régulièrement.
Et moi, je connaissais que le titre, mais du coup, j'ai lu le roman un peu par hasard parce que ça m'intéressait de lire des romans un peu de cette période coloniale anglaise. Et, euh, et donc, du coup, ces romans, ils sont vraiment écrits, en tout cas celui que j'ai lu, il y a vraiment cette idée, voilà, de la masculinité virile, l'homme un peu, pour reprendre l'adjectif du début du livre, rugged, le personnage principal, qui est à la fois entre deux. C'est un peu l'homme, enfin le personnage principal ce roman d'aventure, Alan Quatermain, c'est un gars qui a quitté la civilisation européenne dégénérée parce que parce qu'il y a rien qui va et que tout part à volo et que et qui se reconnaît pas là-dedans. Voilà, lui c'est quelqu'un qui affronte les éléments et donc du coup il habite en Afrique. Mais en Afrique non plus, il va pas se lier avec la population locale parce que pour des raisons évidentes de racisme et donc il est tient en respect, mais c'est un respect condescendant et paternaliste. Et donc du coup, paternaliste, bah là c'est en lien avec la notion vu que là on a un dead father qui fait son petit récit d'aventure, son petit récit personnel. Euh, mais bien sûr, ce récit, il est complètement absurde et fantaisiste parce que lui-même, il raconte qu'il s'est transformé en coupe de cheveux. Et bon, ça déjà, c'est assez drôle en soi. Mais en plus, cette coupe de cheveux, ça fait un écho avec les cheveux du début. Et donc, du coup, cette coupe de cheveux, c'est comme si c'était le seul attribut chez un homme qui pouvait être capable de plaire à une femme. Comme si le reste de sa personne n'était pas suffisante ou était, enfin, était pas intéressante, quoi. Et en plus de ça, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai perdu le. Oui, non, voilà. Et il y a aussi un truc intéressant dans ce thème de la transformation et de la séduction en se faisant passer pour autre chose auprès de la jeune femme. Moi, ça m'a fait penser tout simplement au mythe gréco-latin, quoi. Surtout les métamorphoses d'Ovide. Donc là, on a un élément de, dont on a même un ressort de la littérature amoureuse traditionnelle, euh, en tout cas ou antique. euh, enfin peut-être non, pas de la littérature amoureuse, mais disons des relations hommes-femmes, des relations chaotiques et violentes entre les hommes et les femmes, qui ont servi de motif dans la littérature antique, et qui là est repris, mais d'une version avec un ressort comique. Et, euh, et donc du coup, ben, donc cette figure de Dead Father, elle est complètement ridicule. Parce que notamment en plus les pères, euh, en général, c'est les, c'est les, c'est ceux qui vont raconter des histoires un peu grandiloquentes qu'on va pas prendre au sérieux ou où on sait que eux-mêmes ils vont s'éclairer dans une lumière un peu plus qui met plus en valeur que enfin disons qu'ils vont se mettre en valeur au travers de leurs propres histoires. Et donc là c'est exactement ce qu'il fait, mais en réutilisant justement des stéréotypes de la littérature d'aventure et, euh, et des motifs de la littérature antique. Euh, Ensuite, voilà, donc là, ce qui était assez drôle, c'est qu'on a la liste. Donc voilà, une fois qu'il est avec elle, il lui donne plein d'objets. Et donc là, c'est l'énumération qui est quand même la figure de style de la comédie et de la comédie burlesque, un peu pour reprendre ce que Rabelais faisait, qui est une des influences un peu lointaines de Barthélemy. Donc là, on a une énumération d'objets. Alors, on a même deux. Et ce qui est intéressant dans la première, il dit qu'il a séduit cette jeune fille, cette jeune femme, enfin une maiden, a raven-haired maiden. Une maiden, normalement, c'est une vierge. Donc, ça dépend l'âge qu'elle a. Euh, mais donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, voilà, il l'a séduit avec des machines, donc mostly a machine for stamping your name on strips of plastic, donc une machine, une espèce de tampon
une arracheuse d'agrafes, un un une machine pour se couper les ongles, une machine, un fer à repasser. Heu et donc là, en fait, c'est que des objets bon déjà, c'est des objets qui sont connotés, qui sont genrés, donc forcément, on est déjà dans l'absurdité, de d'un monde ultra stéréotypé selon le genre et et donc le fait d'avoir recours, comme je disais au tout début là, à l'abstraction, c'est-à-dire au lieu de dire, un coupe-ongles, a nail cutter, il dit: «A machine for shortening fingernails». Donc quand on passe par la définition, j'ai l'impression que ça abstrait un peu l'idée de l'objet en lui-même et du coup ça montre le décalage entre le cadeau, enfin ça c'est je dis ça pour le coupon, mais ça pourrait s'appliquer surtout pour euh, le la machine. Yeah, a machine for removing wrinkles from fabric with the aid of steam, euh, au fer à repasser. Et, et donc voilà, ce recours à l'abstraction, ça permet, donc ça complique un peu les choses parce que au lieu de dire faire à repasser, iron, là on a toute une phrase qui explique la fonction de l'objet et si on fait pas trop attention, on va être un petit peu, on peut potentiellement être perdu. On se dit mais tiens c'est bizarre pourquoi il dit ça comme ça, mais parce que tout simplement en abstrayant ou en tout cas en passant par la définition, ou pour décrire l'objet, c'est comme si on déréalisait un peu l'objet et au lieu d'avoir quelque chose qui est un peu anodin, bah, ce caractère anodin, il est reconcrétisé par sa définition. Et du coup, on a quelque chose plus, con- de plus concret, j'ai l'impression, mais de manière détournée, quoi. Et tout ça pour dire que que je trouve intéressant aussi, c'est que il y a beaucoup d'objets du quotidien et d'objets du travail aussi, travail du bureau, d'accord? Par exemple, l'arracheuse d'agrafes. Donc oui, on pourrait se dire que la femme est une secrétaire, et donc du coup, c'est un peu cet aspect condescendant vis-à-vis des femmes. Voilà, c'est un homme qui va lui acheter des trucs, et forcément, si c'est une femme, c'est une secrétaire. Il y a peut-être ça, mais je pense que plus généralement, une des raisons pour lesquelles les romans d'aventure ont eu du succès au 19e siècle, c'est justement parce qu'il y avait cette idée dans la société que le travail de bureau efféminisait ou rendait les hommes plus comme des femmes. Et, et donc du coup, il y a cette espèce de dichotomie dans la société où à la fois il y avait un besoin de masculinité, de virilité, donc il y avait vraiment une soif pour les romans d'aventure, mais en même temps, et ça clashait avec le quotidien des gens, enfin, là on parle d'une certaine classe quand même bourgeoise qui avait un travail de bureau, c'était beaucoup moins développé quand même à la fin du 19e qu'aujourd'hui. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il y avait ce besoin de la part de ces classes-là de surcompenser leur déficit de virilité au quotidien quand ils faisaient des tâches qui pensaient être faites pour des femmes, euh, en se projetant dans des récits d'aventure. Et, et donc voilà, je trouve ça très drôle et très intelligent. Et surtout, voilà, très marrant. J'ai passé un bon moment parce que, voilà, bon, bah, c'est des questions qui se posaient au fin du 19e siècle, qui sont reposées au milieu du 20e. Là, on est dans les années 70 quand même, donc c'est un peu tard, mais et qui se posent toujours aujourd'hui, avec le problème de compenser, de retrouver sa virilité, de se mettre en scène comme étant un vrai homme, alors que dans la vie de tous les jours, on se balade pas dans la forêt à devoir chasser sa propre subsistance. Et voilà. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié une partie de mes notes, donc j'ai dû m'en souvenir au moment où je faisais l'analyse. Euh, voilà. Moi, je vous encourage à lire ce livre, que, enfin, en tout cas, à lire cet auteur. Il a aussi fait beaucoup de nouvelles qui sont plus courtes. Le roman lui-même, il est pas long, il fait une centaine de pages, mais il a écrit des choses beaucoup plus courtes et qui sont tout aussi inventives et, et drôles à lire. Merci bien. Au revoir.